Bruno Le Maire règle ses comptes avec la Macronie. Alors, l'autre fois, on a fait une émission, on parlait de Manuel Valls, c'était déjà Manuel Valls règle ses comptes avec la Macronie. Comme quoi, il y a un pattern. Dès qu'il y a des gens qui sont passés chez Macron, dans l'écurie Macron, et qui s'en éloignent, leur premier réflexe, le premier truc qu'ils font, c'est régler leur compte, quoi. Ouais. Régler leur compte. Peut-être que moi, il y a un problème de l'ordre du structurel dans la Macronie. Et donc là, c'est Bruno Le Maire, cette fois-ci, qui révèle qu'il avait écrit une lettre fin 2023. En fait, il aurait même écrit 2 lettres, apparemment. Fin 2023, pour prévenir Emmanuel Macron que leur budget, en fait, c'était de la merde, quoi. Ouais. Que leur budget était pourri et que, en fait, les prévisions économiques, notamment les prévisions de croissance sur lesquelles ils tablaient pour faire le budget 2024, elles étaient foireuses, quoi. Et qu'il y aurait moins de croissance que prévu et que du coup, le déficit allait être beaucoup plus élevé que prévu. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ce qui donne un peu raison à Bruno Le Maire, même si on va détricoter un petit peu toute cette affaire. Et effectivement, à peu près au moment des européennes, à peu près au moment de la dissolution, le gouvernement s'était prononcé en disant « Ah oui, effectivement, là, il y a un gros problème de déficit. » Et toute cette séquence budgétaire dans laquelle on est depuis la dissolution, finalement, à dire « On a un problème de déficit, là, c'est plus possible, il faut faire une crise d'austérité sans précédent, parce que là, au niveau du budget, au niveau du déficit, c'est la merde. » En fait, ça a commencé à peu près à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est un événement qui est quand même assez majeur, on va dire, dans l'histoire très récente de la politique budgétaire en France. Et donc, du coup, Bruno Le Maire revient, là, il a été assez dans l'air, faire des révélations sur cette lettre qu'il leur a envoyée. Il aurait alerté la Macronie qu'ils allaient droit dans le mur et il n'a pas été écouté par Macron. Sauf que le problème, c'est que quand même, Bruno Le Maire a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Donc, est-ce que ça serait pas une manière de tenter de se dédouaner de sa responsabilité dans toute cette histoire ? La question est posée, en tout cas, c'est de ça qu'on va réfléchir aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, il a voulu se défaire d'une étiquette qui commence à le gratter un peu trop. C'est cette fameuse étiquette de l'homme aux 1000 milliards de dettes. Oui. Alors, 1 milliard, c'est 1000 fois 1 million. Donc 1000 milliards, c'est 1000 fois 1 million, c'est à peu près le nombre d'étoiles dans le système solaire. Petite précision, tu peux Donc reprendre. vous voyez à quel point Bruno coûte cher. Mais voilà, il en peut plus de cette étiquette-là qu'on peut lui mettre du côté de l'opposition, évidemment, en particulier, mais aussi du côté de la Macronie, parce que la Macronie se sert aussi de Bruno Le Maire comme d'un paratonnerre, si on veut, c'est ça, pour essayer d'épargner... Bouc émissaire, c'est bouc émissaire, pour essayer d'épargner Emmanuel Macron, mais aussi toute la responsabilité de toute la chaîne, en fait, la responsabilité collective de l'ensemble de la Macronie, de l'ensemble de ses projets, de ses budgets, etc. Et donc voilà, donc là il part dans une espèce d'opération réhabilitation avec l'aide de C'est dans l'air qui le reçoit. Et voilà, on va voir la séquence. Ouais, on a 2 extraits de C'est dans l'air. C'est intéressant de voir à quel point ça fait l'actu, alors que Éric Coquerel était au courant, il en avait déjà parlé. Enfin, il y avait tout un ensemble Éric Coquerel, député LFI et président de la commission des finances depuis 2022. Ouais, tu fais bien de replacer dans le contexte. Et c'est vrai que c'était à peu près connu, sauf que là, Bruno Le Maire a essayer de créer l'événement autour de cette question-là pour se dédouaner. Et puis aussi, il faut dire que comme Manuel Valls, il doit ne pas avoir totalement avalé le précédent remaniement. Et oui. Voilà, parce qu'on le disait en tout début d'émission, mais c'est le ministre le plus éphémère de la Ve République. Il a duré un jour. Tu disais moins 14 heures. 14 heures, oui, voilà. Et donc forcément, il y a une volonté de régler ses comptes et de sauver son honneur, de sauver son ego, parce que ce qu'on ne dira jamais assez, c'est que la Macronie, même si c'est des coquilles vides politiques, c'est souvent d'immenses égos qu'il faut sauver. Et puis en plus, on n'est pas loin de 2027, alors on ne sait jamais si Bruno Le Maire avait des ambitions présidentielles. En 2017, il a participé à la primaire de la droite. Bon, il a perdu, il a fait 2%. Donc il a bien perdu. Ouais. Il a fait à peu près le même score que Anne Hidalgo en 2022 finalement. Et donc vous en souvenez, c'est François Fillon, malgré les scandales, qui est devenu le candidat LR. Donc il y a peut-être un univers parallèle pas si éloigné du nôtre où Bruno Le Maire aurait gagné la primaire. Il n'aurait pas eu de scandale à la François Fillon, ça n'aurait pas laissé la place à un Macron pour émerger, et peut-être il aurait pu être président de la République. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il avait des ambitions présidentielles à un moment donné. Ouais. C'est un homme d'ambition, et même il a un profil assez présidentiable finalement sur le papier, puisque vraiment c'est le technocrate classique, a été parachuté dans une circonscription, etc., etc. Il a vraiment le profil pour être ministre, voire Premier ministre, voire même peut-être président. Effectivement, pour un homme de cette carrure politique finalement, et carrure tout court, parce qu'il est assez grand, hein, Bruno Le Maire. Voilà. Il faut laver son honneur. Peut-être pour préparer la suite de sa carrière, mais à minima pour laver son honneur. Et là, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Même si, ne soyons pas dupes, la politique économique de Macron, en tant que ministre de l'économie de Hollande, la politique économique de Macron en tant que président de la République, et la politique économique de Bruno Le Maire, tout ça, c'est un petit peu pareil au final. Donc, tout ça, ça reste un petit peu de la guerre d'ego. C'est très politicien comme démarche, mais c'est intéressant
parce que ça peut nous permettre de revenir un petit peu et d'inscrire sur le temps long la politique budgétaire de Macron et voir que toutes les discussions qu'on a là actuellement sur le déficit, etc., ça date pas d'hier et tout ça s'inscrit dans une politique économique qui existe depuis au moins 2017 sous Macron, mais même on peut remonter jusqu'à 2015-2016, à l'époque où il était ministre de l'économie. C'est vrai. Bah, du coup, on va regarder la fameuse séquence parce que vous l'avez peut-être vu, mais c'est en gros Bruno Le Maire est invité de Caroline Roux. Elle le cuisine, même si bon, c'est pas. Oui, je crois que ça durait. Je crois que la séquence entière dure 50 minutes. C'est une interview un peu fleuve. C'est un Thinkerview le bordel. C'est ça. Et donc, on va voir. Il explique un petit peu tout ça. C'est assez, comment dire, pas drôle, mais enfin, en tout cas, c'est un peu cynique de le voir un peu comme un lanceur d'alerte, quoi. Enfin, on a un peu l'impression de regarder un complément d'enquête avec Bruno Le Maire qui arrive avec les documents. Donc vous allez voir. Je pense que c'est hyper intéressant à analyser comme séquence en termes de communication politique. Tout à fait. Alors, juste avant de voir la petite interview là, de Bruno Le Maire Facecam, d'ailleurs, très beau travail de la direction de la photographie là. Je sais pas qui bosse assez dans l'air, mais l'image est très très belle. Voilà. Bruno Le Maire mise en valeur, c'est très bien. Mais avant, on va regarder. C'est toujours C'est dans l'air qui avait fait un genre de petit résumé de ce qui s'est passé. Donc avant de voir la justification de notre cher Bruno, on va regarder déjà le petit résumé. Et on va essayer de pas faire pause toutes les 10 secondes parce que ça dure quand même un peu 3 minutes 54. On fera pause vraiment que si on a quelque chose d'important à dire. Voilà. D'ailleurs, la souris au milieu, n'hésite pas si jamais tu veux en dire. Hop là. Le maire est convoqué une première fois par le Sénat le 30 mai 2024 pour rendre des comptes. Alors, juste pour replacer dans le contexte, là on parle du budget 2024, donc c'est en gros le budget on le fait à la fin de l'année pour l'année suivante, donc la fameuse lettre qu'il a envoyée, c'était fin 2023 par rapport au budget 2024. Ensuite ça a été mis sous le tapis, tout ce dérapage budgétaire, et c'est après les européennes seulement, et la question des européennes joue évidemment là-dedans, après les européennes seulement que le problème a ressurgi, le problème du déficit, le dérapage budgétaire, et donc c'est pour ça que là on est mi-2024 et que la commission d'enquête a été que mi-2024. Voilà. C'est pour replacer un peu en termes de temporalité, quoi, que ça soit clair. Les accusations qui ont pu être formulées, comme quoi j'aurais délibérément dissimulé au Parlement des informations qui étaient à ma disposition, sont graves, infondées. Vous aviez pourtant des documents de votre administration qui vous invitaient non seulement à une grande prudence, parce que c'est pas l'épaisseur du trait, 35 milliards. C'est pas l'épaisseur du trait. À cet instant, le ministre jure encore que la situation est sous contrôle. Toutes les décisions nécessaires ont été prises en temps utile pour corriger les conséquences de recettes fiscales moins élevées que prévu. Il y a eu objectivement un exercice de dissimulation. On ne nous dit pas tout. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est les Français qui payent. Ce que Bruno Le Maire n'a pas dit ce jour-là aux sénateurs, c'est qu'il a déjà informé en secret le président de la République du dérapage incontrôlé des finances publiques. Il l'écrit dans une lettre du 6 avril 2024 que nous dévoilons en exclusivité. Son contenu est explosif. Secret. 6 avril 2024. Je suis obligé de couper parce que c'est quand même marrant avec la mise en scène assez spectaculaire de C'est dans l'air, la musique, c'est très bien produit par ailleurs, mais c'est vraiment en mode la lettre ultra secrète du lanceur d'alerte Bruno Le Maire. On a l'impression qu'on parle de Wikileaks et de Julien Assange, quoi, alors qu'on parle de ce bon vieux Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie pendant 7 ans, quoi. Je trouve ça assez formidable. J'ai pas compris pourquoi le fond de billet là, on dirait un billet, la note de Bercy. C'est pas le filigrane pour dire que c'est un courrier officiel de Bercy ou du gouvernement. Ah oui, non, c'est un billet de 20. Ouais. Bon, je sais pas, c'est le rhabillage. Secret. 6 avril 2024. Note pour le président de la République. La chute des recettes fiscales en 2023 a porté notre déficit à 5,5% au lieu des 4,9% attendus. Les 10 milliards d'euros d'économies du décret d'annulation doivent être rigoureusement exécutés à l'euro près. Nous devons enfin dégager 15 milliards d'économies supplémentaires en 2024. Bruno Le Maire, en gros, ce qu'il dit dans cette lettre, c'est « la situation est hors de contrôle ». Donc il valide le fait que ce qu'il a dit le 18 février à la télévision, on va quand même y arriver en gelant 10 milliards de crédits, le 6 avril, il sait que ça ne marche pas. C'est pas suffisant. Bruno Le Maire... Alors, si je me souviens bien,
Il avait dit on fait 10 milliards maintenant, mais il va falloir y aller encore plus par la suite. Déjà à l'époque, il l'avait un peu dit. Ouais, c'était ça. Donc au final, ça va, Bruno Le Maire sincère. Good guy Le Maire. Je sais qu'aussi à ce moment-là, il avait dit, il avait commencé à se prononcer, mais c'était plus comme politique, en tant que ministre de l'économie. C'était un peu son avis personnel, mais lui, il commençait déjà à dire l'État-providence, ça va être fini en fait. Notre modèle social est intenable. Il a dit à demi-mot, il va falloir commencer à privatiser un peu la Sécu parce que là, c'est pas possible en termes de déficit. Donc c'est ça. Voilà, l'homme de droite Bruno Le Maire a été relativement plus sincère que certains autres déjà à ce moment-là. En vrai, l'honnêteté intellectuelle me pousse à le dire. Mais en tout cas, c'est clair qu'il a annoncé une vague d'austérité à venir ensuite. C'est ce que tu disais. Après, François Bayrou, bien plus tard, a voulu se montrer comme le garant du sérieux entre guillemets budgétaire avec tous les guillemets possibles et imaginables. Voilà, il voulait pas se contenter que de 10 milliards. Donc en fait, le témoignage de la personne que je ne connais pas est tronqué. Elle oublie cet élément-là qui est assez important aussi. Mais bon, après, on dit pas ça juste pour défendre Bruno Le Maire, mais c'est vraiment pour essayer de bien rappeler l'histoire dans son intégralité, parce que là, on remonte un peu en arrière, puis c'est des trucs, je sais que la politique budgétaire, certains, ça vous saoule peut-être un petit peu, ou en tout cas, c'est un petit peu technique. Donc là, voilà, il y a eu le budget 2024, mais au début 2024, il y a eu un projet de loi de financement rectificatif qui a dit on va rééconomiser 10 milliards, parce que là, le compte n'y est pas. Et le but, ça serait de rééconomiser encore plus de milliards par la suite. Et ça, on en parlera après. Mais d'ailleurs, c'est tout le temps la même solution pour combler le déficit. Réduire les dépenses, alors qu'ils auraient très bien pu taxer les riches à hauteur de 10 milliards. C'est hors de propos pour toute cette petite bande-là. Et ça, on en parlera un petit peu plus après, je pense. Pressant qu'en dissimulant la vérité aux Français, l'exécutif pourrait être accusé d'un scandale d'État. Bah ouais. Nous risquons de nous faire accuser de cacher notre copie et des économies douloureuses pour le lendemain des élections européennes. Le flou sur le calendrier et la nature des économies nécessaires sera mis à notre débit. Il entretiendra le soupçon sur nos intentions. Nous ouvrirons immédiatement un contentieux avec toutes les oppositions qui feront bloc contre nous et nous accuseront d'insincérité. L'avenir lui a donné raison. L'avenir lui a donné raison, parce que là, on le verra après, mais que ce soit le RN ou la gauche, la gauche sauf le PS, effectivement, ils sont un petit peu accusés d'insincérité. À raison, j'ai envie de dire. Mais c'est là qu'on voit toute l'expérience, je dirais, de Bruno Le Maire aussi. C'est un vieux loup de la politique. On ne peut pas imaginer qu'il rédige cette lettre sans se dire qu'il se couvre aussi pour les mois et les années à venir. Tout à fait. Il sait très bien qu'il a cette carte de joker un petit peu à dégainer en se disant je vois bien que ça va déraper dans tous les cas. Emmanuel Macron est dans le déni parce que les élections européennes arrivent. Il n'imagine pas qu'il y aura une dissolution après, mais malgré tout, on sent bien qu'il se couvre aussi, parce que là, il y a ces propos-là, donc en fait, on va ouvrir un contentieux, on va le retenir contre nous, ça va être notre bilan, etc. Et il a une autre phrase que j'ai notée, il dit toute stratégie d'évitement, il voit l'échec, il dit ça aussi dans cette lettre. Donc en fait, il y a aussi la volonté de se montrer comme, regardez, je suis, encore une fois, un lanceur d'alerte, moi-même j'en ai eu conscience, je l'ai su, j'avais pas le pouvoir suffisant, donc pourquoi pas me donner plus de pouvoir à l'avenir, notamment par une présidentielle, pour renouer avec le sérieux, entre guillemets, encore une fois, budgétaire. Donc c'est une manœuvre politique, je dirais, de Bruno Le Maire qui est complètement réfléchie, à l'époque où il l'écrit, mais aussi maintenant où il la partage. Sachant que c'est pas le seul en réalité à avoir commencé à lancer l'alerte. Par exemple, il y a le Haut Conseil aux finances publiques, dont c'est littéralement le métier d'écrire un rapport pour juger du réalisme des prévisions du gouvernement. C'est littéralement le but du Haut Conseil aux finances publiques. D'ailleurs, j'ai un ami qui travaille pour le Haut Conseil des finances publiques avec qui j'ai discuté de tout ça. Juste avant la révélation de cette lettre-là, il m'en a reparlé. Il m'en avait reparlé de cette histoire-là. Moi, je voulais plus parler du budget, la taxe Zuckman avec lui, etc., etc. Mais direct, il m'a reparlé du truc de 2024 et qui était en mode genre, tu te souviens de cette histoire? Nous, typiquement, on avait alarmé. Voilà. Et donc, Pierre Moscovici a à peu près alarmé de la même manière que Bruno Le Maire. Le Haut Conseil aux finances publiques a fait un rapport qui disait, a priori, il y aura plus de déficit et moins de croissance que prévu. Et on en parlera aussi après. Éric Coquerel, le président de la commission des finances à l'époque, disait la même chose. Et même Jean-Philippe Tanguy, je ne sais pas si je vais faire l'imitation, si ça part tout seul, je la ferai. Mais même Jean-Philippe Tanguy avait alerté en disant en 2024, ça va mal finir. En 2023, ça va mal finir cette histoire. Vous nous avez menti. Vous faites n'importe quoi. Donc en vérité, c'était un secret de polichinelle dans le milieu. Donc là, que ça soit Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de l'époque, qui a lancé l'alerte. Vous étiez 4 ou 5 à lancer l'alerte. Et même quand on était de gauche et qu'on suivait ça un petit peu de loin, il y avait des articles dans la presse de gauche qui en parlaient déjà, quoi. Donc, Bruno Le Maire, t'es bien mignon. Soutien extrêmement critique au fait que tu t'en prends à la Macronie, mais reste à ta place quand même. 7 ans à Bercy, voilà, petit rappel. On parle de Jean-Philippe Tanguy et Bruno Le Maire, donc pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, effectivement, là je suis dans mon élément, c'est parfait.
Nous sommes quand même 2 mois avant les élections européennes. Il y a un risque constitutionnel que les oppositions, les députés, accusent le gouvernement d'avoir caché sa copie. Je le mets entre guillemets, caché sa copie. Il lui dit de toute manière, la situation, elle va éclater au grand jour. Bruno Le Maire conclut avec ces quelques mots écrits à la main, comme une dernière mise en garde au président. Notre intérêt politique est de garder l'esprit d'audace et de courage qui est ta marque de fabrique. Toute stratégie d'évitement est vouée à l'échec. Avec ma fidèle amitié, Bruno Le Maire. L'esprit d'audace et de courage. Malgré l'avertissement. Ça, c'est un conseil des ministres, du coup. On voit Emmanuel Macron qui est juste là, Bruno Le Maire, fidèle bras droit. Là, on voit Elisabeth Borne, donc c'était au moment du gouvernement Attal ou celui d'avant, je me souviens plus là, du coup, ce bordel. Si c'était le gouvernement Attal à partir de 2023. Bonne question. Si c'était le gouvernement Attal, j'en suis quasiment sûr parce que justement, je sais qu'après l'affaire Naël, il y a Gabriel Attal qui a été nommé jusqu'à la dissolution du coup. Donc c'était sur le gouvernement Attal, Conseil des ministres de cette époque. Souvenir. Bon, il y a des là, c'est Sébastien Lecornu, il me semble. Bah ouais, je crois. Ouais. Donc Sébastien Lecornu, Elisabeth Borne, il y en a 2-3 qui sont encore là au gouvernement. Hein, voilà. Ouais. Ça rappelle les souvenirs, mais ça rappelle aussi le présent. Le président Macron n'a jamais suivi les recommandations de son ministre. Ok, bon. Emmanuel Macron n'a jamais suivi les recommandations de son ministre. Non, il n'a pas non plus suivi les recommandations du Haut Conseil aux finances publiques, de n'importe qui en fait. Macron a décidé d'en faire qu'à sa tête. Donc la question qui se pose effectivement, c'est est-ce qu'il voulait faire ça pour cacher son mauvais bilan par rapport aux européennes ? Clairement, oui. Je pense que l'échéance rapprochée des élections européennes a fait que, en tout cas, a fait le jeu, disons, de l'inaction. Il fallait pas forcément trop bouger. Il fallait pas non plus montrer clairement qu'un dérapage allait arriver. Après, ce qui a renforcé ce dérapage-là, c'est évidemment l'instabilité politique aussi, qui a été provoquée par la dissolution ensuite. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, en tout cas, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de mettre ça un peu sous le tapis. On le traitera un petit peu plus tard, d'autant que tout le crédit, je mets encore une fois plein de guillemets, vraiment j'utilise des guillemets très souvent, mais tout le crédit politique d'Emmanuel Macron, en particulier à droite, c'est de se montrer un petit peu comme le père de l'austérité et donc d'une responsabilité, d'un sérieux budgétaire, etc. Qui assume l'impopularité auprès des Français si c'est pour sauver l'économie. C'est ça. Donc là, de voir qu'il y a un dérapage, alors que ces troupes sont sans cesse en train de montrer, en particulier la gauche, comme le camp qui veut cramer la caisse. Je crois que c'était une expression qui avait été utilisée, je ne sais plus par quel député, je ne sais plus, mais du coup il y aurait une contradiction évidemment, alors que on était juste avant les élections européennes et le RN était déjà donné largement favori, la gauche était en pleine effervescence, mais en pleine désunion. Les européennes, c'était le moment où la gauche était peut-être le plus désunie de l'histoire pas de France, mais de l'histoire récente, parce que c'était le moment où vraiment que ça se tapait sur la gueule pour les européennes, où il y avait zéro union. En plus, c'était pas très très longtemps après le 7 octobre. Alors du coup, les procès en antisémitisme par rapport à LFI, ça y allait aussi à un max, sachant qu'en plus c'était les européennes, donc ça parlait un petit peu plus international que d'habitude. Donc c'était peut-être les moments où ça s'est plus envoyé de fion, quoi. Les différents partis de la gauche aux européennes. Et c'est aussi pour ça que Macron s'est dit, si je dissous, il n'y aura plus de gauche. Je remplace la gauche par le RN, mais peut-être je peux aller grappiller une majorité absolue. Voilà. Et en plus, du coup, je sais pas, c'est peut-être une manière de noyer le poisson aussi par rapport à ce fameux déficit budgétaire. En tout cas, ça n'a pas marché et Macron vraiment move très très pourri parce qu'il y a un gros problème de déficit. Il décide de dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là et du coup, après, il n'y a plus de majorité du tout. Avant, il avait plus ou moins une majorité absolue, lui plus LR. Et si c'était pour faire une cure d'austérité, ils auraient pu se mettre d'accord. Mais là, on arrive à un point où du coup, c'est ultra difficile de faire passer un budget, ce n'est pas possible, alors que même qu'il aurait dû prévoir normalement selon ses propres plans une bonne cure d'austérité qu'il aurait présentée comme être responsable, et du coup il s'est vraiment tiré une balle dans le pied comme un con, Macron, quoi. On est d'accord. C'est ça. Et alors complètement, mais juste avant les européennes, au moment où il dissimule du coup ses résultats, il faut aussi rappeler que Raphaël Glucksmann est en pleine augmentation et qui est le principal concurrent de la Macronie sur le centre, comment on peut appeler ça, en tout cas le bloc bourgeois. Le bloc bourgeois, le couloir libéral, on va appeler-le comme vous voulez. Mais il y a aussi ça, il y a aussi cette concurrence qui est en train de se mettre en place pour Emmanuel Macron. Et donc, il y a une volonté dans cette course politique de se préserver en tout cas en économisant des bad buzz, quoi.
C'est sûr. Et on en parlera un petit peu après, parce que là, voilà, on remet un petit peu les choses dans leur contexte pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle, parce que c'était il y a déjà un petit bout de temps. Et après, du coup, on essaiera de parler plus de en quoi c'est représentatif de la politique économique et budgétaire que mène la Macronie depuis le début. Mais ce que je te propose, avant de parler un petit peu de ça, c'est de regarder ce fameux... alors, c'est un extrait. Hein. Normalement, je crois que c'est quasiment... l'émission de C'est dans l'air dure 50 minutes. L'interview est assez longue, mais là, on a pris les 3 minutes où, du coup, Bruno Le Maire décide de régler ses comptes avec Macron et dire « Oh, bah non, c'est pas ma faute tout ça ». Donc, on va un petit peu aller observer ses arguments et puis on va essayer aussi un petit peu les détricoter, quoi, tout simplement. Et voir que de toute manière, tout ça c'est un peu du flanc, parce que la politique économique proposée par Bruno Le Maire, proposée par Macron, proposée par à peu près tout le monde dans ce bloc-là, c'est exactement la même, et que justement ce dérapage budgétaire, cette mauvaise croissance, est justement le symptôme de l'inefficacité de la politique budgétaire et économique des macronistes. Et ça, il se garde bien de le dire, Bruno Le Maire, et c'est du coup de ça dont on va essayer de parler juste après. On est la France, Bercy, c'est quand même une énorme machine qui marche bien. Bercy, c'est le ministère d'économie et des finances, comme le bâtiment est à Bercy, on appelle ça Bercy. Voilà. Comment on peut découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros? Comment on en arrive à une situation comme celle-ci? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. J'ai 2 éléments de réponse. Donc voilà, je coupe au bout de 20 secondes, on s'en fiche. Hop là, j'ai 2 éléments de réponse. Premièrement, la politique de l'offre de Macron ne fonctionne pas, quoi. En gros, comment ils étaient censés un petit peu combler le budget? C'est quoi l'idée de la politique budgétaire de Macron? C'est de se dire on va faire une politique pro-business, faire une politique de cadeaux fiscaux aux entreprises. Hein. On pense par exemple aux fameux 211 milliards par an d'aide aux entreprises, la fameuse commission d'enquête sénatoriale de Fabien Gay, qu'on salue d'ailleurs, directeur de l'IMA. Et donc voilà, c'est la politique de Macron, c'est on gave d'argent public les entreprises, et en particulier les grosses entreprises plus que les petites, en se disant bon bah super, ils payent moins d'impôts, ils ont des aides, du coup ils vont pouvoir créer de l'emploi. C'est le but, c'est vraiment l'idée. L'idée c'est créer de l'emploi pour faire baisser le chômage. Qui dit emploi créé dit plus de consommation populaire, parce que du coup des gens qui étaient par exemple, je sais pas, au RSA, au chômage, en tout cas sans emploi, ils vont passer de pas une thune pour vivre à un salaire. Et donc, du coup, je sais pas, imaginons qu'ils gagnent 2000 euros net par mois. Tu gagnes 2000 euros net par mois, tu épargnes un tout petit peu. Mais quand tu parles du RSA à 2000 balles net par mois, tu dépenses quasiment tout ce que tu as, logiquement. Et qui dit consommation, dit TVA qui rentre. Donc, ça veut dire qu'en fait, faire ces cadeaux aux entreprises, ces cadeaux fiscaux aux entreprises, sont censés créer de l'emploi. Le fait que ça crée de l'emploi, ça crée de la consommation populaire. La consommation populaire crée de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Et la consommation populaire augmente le PIB et crée de la croissance, finalement. Et étant donné que le déficit se calcule en points de PIB, et à déficit égal en valeur absolue, disons qu'il y a, je sais pas, 100 milliards de déficit sur une année, si le PIB est plus élevé, ça veut dire que le déficit est plus faible. Et c'est comme ça qu'on calcule à l'échelle de l'Union européenne, etc., etc. Et donc il y a à la fois ça fait rentrer de la TVA, ça crée de la croissance, donc ça fait baisser le déficit. Problème, quand on fait des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, ils ne créent pas d'emploi et gardent la thune pour eux. En gros, voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Ils partent du principe, qui est un peu ce principe de ruissellement, ce principe de premier de cordée, comme disait Emmanuel Macron. Mais en fait, ça marche pas. Et ça fait 7 ans, ça fait plus de 7 ans qu'on le voit, parce que déjà, c'était la doctrine économique sous François Hollande. Macron était déjà ministre de l'économie à cette époque-là, et on voit que quand on fait des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, au lieu de créer de l'emploi, elles se barrent avec la caisse, et il n'y a jamais autant de dividendes qui ont été versés, il n'y a jamais eu autant d'inégalités, il n'y a jamais eu autant de bénéfices chez les multinationales, quoi. Et donc, du coup, c'est l'aveu de leur échec économique, tout simplement. Et donc, ils ne vont pas dire, bon, notre politique budgétaire, c'est de la merde, du coup, on va changer de politique budgétaire. Vaut mieux mettre sous le tapis leurs échecs et leurs erreurs, pour après revenir à un moment opportun et dire on n'a pas fait assez d'austérité, il y a un problème de dépenses publiques, les retraites et les soins et l'école, ça coûte trop cher, quoi. Voilà. Non, mais ça, c'est exactement ça, et c'est la lecture qu'on devrait tous en faire, lecture économique et lecture politique, parce qu'évidemment, les deux se rejoignent. C'est le produit de choix idéologiques, tu parlais de la politique de l'offre, et le contraste m'interpelle entre ce que tu viens de dire, qui est dans le juste, et Caroline Roux qui, elle, préfère dire mais Bercy ça marche pas. Enfin, vraiment, c'est la dépolitisation absolue du sujet, alors que c'est pas la question. En fait, la question c'est quels choix ont été faits, à partir de quelle doctrine, de quelle idéologie, de quelle vision du monde, et quelles conséquences ça a pu amener. Et plutôt que ça, on se dit mais le jouet est cassé. Non, mais vous seriez pas un peu incapable, Bercy? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un problème sur vos fichiers Excel, vous avez mal rempli vos formules sur Excel. Non, c'est pas une histoire d'être incapable, c'est une vision politique, un projet politique qu'ils ont porté. Il se trouve que ça marche très très bien pour les milliardaires, ça marche très très bien pour les multinationales. D'ailleurs, le MEDEF a salué le bilan de Bruno Le Maire à sa sortie. Après 7 ans, c'était Patrick Martin, président du MEDEF. Donc le MEDEF,
MEDEF, c'est le syndicat patronal par excellence, le plus gros syndicat patronal, et on ne parle pas des petites entreprises, c'est les patrons, quoi, vraiment. A vraiment chaleureusement remercié Bruno Le Maire pour son action. Donc en fait, c'est pas que leur politique marche pas. Ça marche pour le MEDEF, ça marche pour les multinationales, ça marche pour les grandes entreprises, ça marche pour les multimillionnaires et les milliardaires, quoi. Tout simplement. Donc c'est pas un aveu de c'est un aveu d'échec de leur politique par rapport à la majorité des Français et par rapport au déficit. Mais en vérité, leur politique budgétaire et économique marche très bien pour les milliardaires, quoi. Et bon, évidemment qu'il va pas dire ça, Bruno Le Maire. Évidemment qu'il va pas le dire. Mais bon, soyons un petit peu honnêtes, c'est ça, quoi. Et donc en gros, ils étaient trop optimistes. Ils pensaient que les grandes entreprises, de bon cœur, allaient créer de l'emploi et créer de la relance, alors que non, le principe d'une entreprise, toute entreprise, c'est de faire du pognon. Si tu as l'occasion de maximiser tes bénéfices, tu maximises tes bénéfices. Si c'est directement Bruno Le Maire qui arrive et qui t'offre 3 milliards d'aides aux entreprises, tu les gardes pour toi et tu te barres avec la caisse. C'est normal, ce sont des entreprises, il n'y a aucune raison pour qu'elles agissent pas comme ça, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que si on écoute les macronistes, on a l'impression que ça réussit, parce qu'en fait, ils mettent en place leur politique. C'est une politique qui repose sur une idéologie, et ils vont te dire, ouais, mais on a créé des emplois. Sauf qu'en fait, quand le chômage a baissé, par exemple, mais quand on regarde la nature des emplois, c'est des emplois plus précaires. Il y a un grand nombre d'emplois créés, alors que c'est de l'intérim, mais ça dépasse pas 2 semaines le plus souvent. Après, ils vont te dire, oui, mais regardez, le pays vit un moment de vitalité exceptionnel, on n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Sauf qu'en fait, c'est des auto-entrepreneurs qui créent leur activité, mais qui se rémunèrent pas plus de 500 € par mois en moyenne. Ça, c'est pas nous qui sortons ces chiffres du chapeau, il y a tout un ensemble de rapports qui le documentent. Et puis enfin, comme tu le dis, les riches sont plus riches, les grandes entreprises échappent de plus en plus à l'impôt. Sur ce volet-là, il faut rappeler la suppression de l'ISF et la suppression de ce qu'on appelait le PFU. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a derrière ces lettres, mais le principe, c'était un bouclier fiscal qui permet, en gros, d'exonérer une part du revenu du capital. Donc, en fait, c'est ça, le bilan. La mise en place de la flat tax. Et voilà. Dès le début, c'était une politique budgétaire très 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 pro-business et au service même pas des riches mais des ultra riches, quoi. Complètement. Et dans le lot, on pourrait aussi parler de la suppression de la taxe sur les super dividendes, et qui était à l'origine, c'est Bruno Le Maire. Et donc voilà, la boucle est bouclée. On le rappelle, il ne sait pas ce que c'est qu'un super profit. Oui, c'est vrai. Mais ouais, donc, c'est l'aveu d'échec de leur politique. Il y a un autre argument qui a été avancé, mais on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, notamment Éric Coquerel, président de la commission des finances, l'avait avancé. C'était de dire que en gros, il regardait ce qui s'est passé en 2022-2023. Ils disaient, c'est bien, il y a de la croissance, c'est super, mais il va continuer à y avoir de la croissance. Alors que c'était juste la sortie du Covid. Il y a eu un immense ralentissement de l'activité économique en 2020 et même aussi en 2021, surtout en 2020, pendant le Covid. Donc les années juste après le Covid, évidemment, la croissance est repartie en haute parce on sortait du creux de la vague. Donc en 2022 et en 2023, il y avait une belle croissance, très très bien, mais c'était pas grâce à la politique budgétaire de Le Maire. Pas du tout, c'était pour des raisons qui étaient vraiment extérieures à la politique du gouvernement, quoi. Et donc ils se sont dit, bon, ça va continuer comme ça et puis ça va porter nos fruits. Notre politique de l'offre, ça n'a pas continué comme ça parce que on sortait plus du Covid, c'était derrière. Et leur politique de l'offre, elle marche pas. Et c'est de la merde. Donc bon, qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce que je te dise, Bruno Le Maire? Allez, on peut mater la suite. Là, il n'a pas encore sorti sa punchline en plus. Non. Je reconnais avec beaucoup d'humilité, nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Très sincèrement, encore une fois, avec la sincérité que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a parfois des informations sur l'état des finances publiques qui sont cachées aux Français? Mais on ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Alors moi, j'ai un mensonge de Bruno Le Maire. Une fois, il a dit, c'est une phrase qu'il a vraiment prononcée à l'Assemblée nationale. Je la ressors tout le temps. Ceux qui me regardent souvent, vous allez deviner de quoi je parle. Il a quand même sorti cette phrase qui est hallucinante. Il a dit « Le lepénisme est un nouveau marxisme ». Donc déjà, j'ai un mensonge. Une fois où Bruno Le Maire a menti, il a dit « Le lepénisme est un nouveau marxisme ». Moi, j'appelle ça un mensonge. Il a dit « Nous ne mentons pas aux Français ». Bon, contre-exemple. Objection. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Celui qui a fait le 20h de TF1 pour annoncer de manière très impopulaire que la situation des finances publiques exigeait qu'on renonce à l'allègement des factures d'électricité. C'est qui ? C'est qui celui qui a affronté l'impopularité? C'est qui celui qui a pris les décisions décisives? C'est Emmanuel Macron qui a assumé l'impopularité, c'est pas le ministre des Finances. Il y a une très bonne expression française. Oui. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. On reprend le fil de la discussion. Okay. C'est un peu intéressant parce que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Macron et les autres. Mais c'est là qu'on voit que Bruno Le Maire et Macron, c'est précisément la même chose. C'est que c'est toujours la même stratégie de dire
oh là là, on a un problème de dérapage budgétaire, on a un problème de déficit qui explose. Ça va être impopulaire, mais j'assume l'impopularité parce que il faut remettre la France sur les rails de l'orthodoxie budgétaire et de l'équilibre, quoi. Et en vrai, Macron, il dit exactement la même chose. Bruno Le Maire dit exactement la même chose. C'est toujours pareil avec la droite, puisque là, on parle clairement de la droite. Il vient de la droite LR, Bruno Le Maire. C'est se dire, non, je suis impopulaire, mais j'assume parce que ces comptes français ne comprennent rien à l'économie de toute manière. Faites-moi confiance, quoi. Alors que, je tiens à le rappeler, Bruno Le Maire n'a aucune formation en économie whatsoever. Il a fait un bac L. Après, il a fait une prépa Hippocagne à Henri IV, si je dis pas de bêtises, ou à Louis le Grand. Ensuite, il a fait l'ENS en lettres modernes. Et à la base, il était parti pour, en gros, faire une thèse sur Marcel Proust, quoi. Mais après, il a décidé de faire carrière en politique. Il a passé le concours de l'ENA, brillamment, vraiment profil de haut fonctionnaire. Après, il a été travaillé, alors je sais plus quel cabinet, mais il a été très vite dans le cabinet de Dominique de Villepin à l'époque. Oui, voilà. Ouais. Dominique de Villepin, qui a un peu une hype dernièrement, ne jamais oublier que Dominique de Villepin est le mentor et la personne qui a formé politiquement Bruno Le Maire. Bruno Le Maire était presque plus ou moins l'héritier de Villepin à un moment donné. Voilà. Et donc, du coup, après, il a été dans les ministères, mais pas les ministères de l'économie par ailleurs. Il a été dans des ministères affaires étrangères, pas mal. Ouais. Ensuite, il s'est fait parachuter dans la circonscription de Debré. Ouais, dans l'Eure, exactement, dans le 27. Et puis après, il a essayé d'avoir des ambitions présidentielles au sein des Républicains. Ça n'a pas marché. Il s'est rallié à Macron en tant que ministre de l'économie. Mais je veux dire, il n'a pas de connaissances en économie, il n'a pas une espèce de vision économique personnelle qu'il aimerait bien amener dans la Macronie. C'était un exécutant. C'était vraiment un exécutant finalement dans la Macronie. Ouais. Donc là, qu'il soit là à dire non, mais moi j'ai toujours dit la vérité aux Français, même quand c'était impopulaire. Premièrement, c'est un peu faux. Deuxièmement, Macron dit précisément la même chose. Troisièmement, il n'y a aucune différence en termes de doctrine économique entre Bruno Le Maire et Macron. Ouais. Notamment par le fait que Bruno Le Maire c'est un random technocrate qui a fait que appliquer la politique d'austérité, la politique de l'offre, la politique néolibérale, qui existait déjà avant lui, parce que Macron était le prédécesseur de Bruno Le Maire, c'est Macron en tant que ministre de l'économie. Et puis voilà, quoi. Et même sous François Hollande, c'était déjà la politique qu'on appliquait, quoi. Donc il se contente d'appliquer la politique de l'extrême centre, la politique que à peu près tout le monde en Europe fait. Et après, il dit non, mais moi, je dis la vérité aux Français, je suis impopulaire. Il n'y a aucune différence entre Bruno Le Maire sur les questions économiques par rapport à tous leurs homologues de tous les pays d'Europe où c'est tous des néolibéraux qui font tous la même politique. La seule différence entre la France et les autres pays, c'est que on est dans une tradition plus social-démocrate, on a un État qui est plus central en économie, c'est tout. Mais après, vraiment, Bruno Le Maire, il fait qu'appliquer la même formule qu'on applique depuis 15 ans, et pas qu'en France, quoi. Donc je tenais à le rappeler, voilà, je suis un peu spécialiste de Bruno Le Maire, je connais toute sa life par cœur, je pense que c'est important de le rappeler aussi, quoi. Mais chacun ses passions. Hein. J'adore le foot, t'adores Bruno Le Maire, c'est comme ça, c'est la vie. Et non, mais pour rajouter sur Bruno Le Maire, tu parles de son absence de compétences en économie, c'est vrai que ça n'empêche pas du tout d'assumer certaines responsabilités, notamment j'ai vu que Faubourg dans le chat nous soufflait qu'il avait été ministre de l'Agriculture, c'est vrai. Et il y a cette séquence du coup que j'ai vue, que je me suis rappelé grâce à ta vidéo sur Bruno Le Maire. D'ailleurs, allez voir sur la chaîne de Ribot. Chaîne principale. Voilà, et qui est vachement bien là pour le coup. Et il y a cette séquence là où tu as Bruno Le Maire, c'est au Grand Journal, je crois. Il est face à Ariane Massenet qui lui dit c'est combien un hectare ? Et il dit un hectare, c'est un hectare. Non, mais c'est combien ? Et donc à côté, tu as un mec qui lui dit c'est 100 mètres sur 100 mètres. Il fait oui, mais ça fait combien 100 mètres sur 100 mètres ? 100 fois 100. Alors, c'est le nombre de zéros. Donc c'est juste la question d'un hectare. Évidemment, c'est pas ça qui fait qu'on va être un bon ou un mauvais ministre de l'Agriculture, mais ça montre à quel point il s'est mis dans un costume par opportunisme, dans différents costumes, parce que comme tu dis, il a été secrétaire d'État sous Sarkozy aux affaires européennes, je crois, aux affaires étrangères, je sais plus exactement. Ensuite à l'agriculture. Il a bossé aux affaires étrangères avec deux voilà. Ça c'est clair et net. Et donc, mais à chaque fois, il y a tout un ensemble de gaffes qui rappellent quand même à quel point c'est pas forcément l'homme de la situation. Et un dernier point aussi sur son opportunisme, parce que tu parlais du moment de 2017 justement, où en fait entre Fillon et Macron, juste avant Fillon, donc il promet de pas soutenir de candidat au deuxième tour. Finalement, quelques jours après, il soutient Fillon, donc déjà premier retournement de veste. Et puis ensuite, après avoir dit que Macron était un homme sans projet, sans conviction, finalement il va vers Macron. Donc en fait, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences pour occuper les fonctions qu'il occupe, mais par opportunisme, en fait, il est prêt à accepter tous les retournements de veste. C'est très macroniste et on comprend qu'il ait rejoint ce camp-là, mais voilà, ça dit aussi quelque chose de l'ADN de Bruno Le Maire. De l'ADN de Bruno Le Maire, et au final, Bruno Le Maire, c'est pas du tout une exception. Des Bruno Le Maire,
tu secoues un arbre au cabinet de l'Élysée, il y en a 10 qui tombent, quoi. Comme on dit, Bruno Le Maire, justement, représente très très bien, par exemple, l'interchangeabilité, attention, j'utilise un mot un peu compliqué, l'interchangeabilité des différents ministres et le fonctionnement de la Ve République, quoi. Les gens ne sont pas là pour leur expertise, les gens sont globalement interchangeables, ils ont des petites mains dans leur cabinet, à Bercy pour le ministère de l'économie, qui bossent. Alors si je dis pas ça pour dire c'est l'État profond qui gouverne dans ce pays, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en gros, la politique économique, typiquement, elle est impulsée par le président. Point. Et après, souvent, le ministre de l'économie, en gros, c'est un exécutant plus qui a plein de petites mains qui bossent pour lui, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce cirque avec Bruno Le Maire, le lanceur d'alerte, tout ça, c'est un peu du flanc. Mais c'est rigolo. Moi, je trouve ça quand même assez divertissant de voir Bruno Le Maire dans ce rôle. Bruno Assange, presque quasiment. Les budgets leaks. Moi, personnellement, en tant qu'observateur de la vie politique, je me régale. Voilà. Après, moi, je note qu'il se renouvelle parce qu'il y avait Bruno Demande. Oui. Maintenant, il y a Bruno lance l'alerte. Moi, j'ai hâte de l'épisode 3. Bruno dénonce. Ça serait peut-être Bruno se lance. Bruno se lance pour 2027 ou 2032. On verra. Et si le Premier ministre NFP, c'était lui, finalement. Et peut-être. Voilà. Maintenant qu'il critique la Macronie. Si De Villepin n'est pas dispo et Alain Duhamel. Bon, c'est ça, exactement. Venir au 6 avril 2024. Ok, alors juste 6 avril 2024. C'était où ? C'était avant les européennes, du coup, juste avant les européennes. Ouais, pleine campagne. C'était pendant la campagne des européennes. Sachant qu'après, il y a eu la dissolution, c'était fin juin, c'était vers le. Ouais, c'est ça. C'était le 9 juin les européennes, donc c'est le 9 juin la dissolution, c'est ça. Ouais. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, la dissolution, c'est le soir des européennes. Le deuxième tour des législatives, c'est le 7 juillet. Donc... C'est ça. Okay. Donc là, c'est juste avant le résultat des européennes, du coup. Donc c'est au moment où on commençait à en parler et ce fameux secret mal gardé du déficit commençait à être révélé au grand jour. Que vous vous souvenez ce que vous avez fait le 6 avril 2024, vous écrivez au chef de l'État pour lui dire « Warning, alerte rouge ». Il y a une alerte sur les finances publiques. Pourquoi est-ce que vous le faites par courrier, par lettre, avec cette mention secret ? C'est une discussion qu'on ne peut pas avoir en Conseil des ministres ? Non, le Conseil des ministres, c'est un lieu où on ne discute pas. Non, c'est un lieu où on ne discute pas. C'est un lieu où on fait passer des parapheurs, on fait passer des nominations, mais comme il n'y a pas de secret dans le Conseil des ministres et que dès que vous dites quelque chose, ça se retrouve dans le canard enchaîné, il vaut mieux se taire. Pourquoi est-ce que... Elle est super marrante cette séquence. Après, il a décidé de dénoncer le système. Là, on n'est même pas sur du lanceur d'alerte. Là, il a décidé vraiment de dénoncer le système, dénoncer la Ve République. Là, c'est Juan Branco. Ouais, c'est ça. C'est un mélange entre Juan Branco et Julien Assange. La séquence, c'est impressionnant. J'avais pas regardé, j'avais gardé au chaud. C'est ok, d'accord. Ça montre bien aussi l'état de délitement de la Macronie, quoi. On se retrouve avec le plus éminent représentant du canal historique de la Macronie qui arrive et qui dit au Conseil des ministres, c'est juste, on fait passer des paplards, on les signe. Il faut bien fermer sa gueule parce qu'il y a des mouchards qui vont tout aller dénoncer au canard enchaîné. Ah ouais, on en est là en Macronie. C'est ok, très bien. Un punk. J'écris. La dégradation à grande vitesse de la dette de la France risque d'exploser à la fin de c'est grave, il faut écrire. Quand vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois, du genre cause toujours, il y a un moment donné, vous prenez votre plume. Parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances. 2 jours après, le 8 avril, le chef de l'État... Il aurait dû le publier dans le journal L'Aurore, en vérité, parce que là, il avait l'air d'accuser très très fort. Il participe à une réunion des présidents des groupes de la majorité qui se tient tous les lundis à l'Élysée et il dit « J'entends parler de projet de loi de finances rectificative, je n'en vois pas l'intérêt ». Bruno Le Maire, quand vous entendez ça, pourquoi vous ne dites pas « Très bien, merci, je m'en vais. Je prends mes responsabilités et je démissionne ». Oui, bonne question. Je veux être une fois encore très sincère avec vous. C'est pas cool. La démission ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour une raison très simple. J'aime le pouvoir. Voilà, ouais. Il va le dire. C'est que démissionner, c'est capituler. Et que ça faisait des mois que j'avançais pas à pas, avec des petites victoires, des défaites aussi, mais des petites victoires pour le rétablissement des comptes publics. Oui, il a fallu convaincre tout le monde. Oui, on en a reçu des coups de poignard dans le dos de personnes qui disaient oui, il faut rétablir les comptes, mais qui allaient faire une émission pour annoncer des dépenses supplémentaires. Oui, les oppositions... C'est acquis à certains membres du gouvernement, on peut le dire. Opposés à ce rétablissement des comptes. Mais il y avait des petites victoires. Et je considère qu'il vaut mieux combattre que se résigner. Ok, donc pour lui, démissionner, ça peut pas être rentrer dans un rapport de force, ça peut pas être la manière la plus efficace de dénoncer les magouilles d'un gouvernement. Il est en mode non.
je préfère faire des petits pas dans la bonne direction plutôt que renverser la table, quoi. Ce qui lui fait un point commun avec le Parti Socialiste, par ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu jouer à Devine Bruno plutôt. Ouais. Et moi, je pensais qu'il allait dire oui, mais bon, je suis dévoué aux Français, donc évidemment, je ne vais pas abandonner ce poste, d'autant qu'on attend beaucoup de moi, etc. Mais il préfère avoir cette espèce de champ lexical, presque martial. Enfin, en tout cas, on retrouve une espèce de fibre gaulienne, on va dire. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Ouais. Je ne déserterai pas. Je suis sur le champ de bataille et puis j'ai une mission, je dois la mener à terme, etc. Qui est assez risible, mais pour le coup, qui est en cohérence, entre guillemets, avec ce que je disais tout à l'heure sur ses ambitions potentiellement présidentielles. Enfin, il y a encore une fois la volonté de se montrer comme quelqu'un qui ne ment pas aux Français, il l'a dit, qui n'abandonne pas même dans la tourmente, même face à l'adversité. Même face à l'adversité, et même quand autour de lui, il n'y a que des sourires narquois, alors qu'il hurle dans le silence entre les parapheurs. Enfin, du coup, il y a tout ce storytelling-là qu'il essaie d'imposer, ce qu'il prendra dans l'opinion, j'en sais rien, j'imagine pas, mais en tout cas, il est vraiment dans cette commedia dell'arte. Enfin, c'est le bon terme. fascinant à regarder et à analyser en termes de communication politique. Après, je sais pas si ça portera ses fruits, quoi. Enfin, il y a un côté un peu Je suis pas sûr que ça porte ses fruits. Alors après, ceci étant dit, effectivement, il a une responsabilité gigantesque dans tout ça, parce que c'est l'homme aux 1000 milliards de dettes, comme tu le disais tout à l'heure, 7 ans à Bercy. Mais si on part du principe que sous Macron, le ministre de l'économie n'est qu'un simple exécutant, un pauvre gratte-papier qui se fait qu'exécuter les ordres qui viennent d'en haut, bon, à ce moment-là, si on admet ça voudrait dire qu'on peut lui reconnaître une certaine sincérité, effectivement. Dire, moi, je n'étais qu'un rouage dans cette machine, mais à ce moment-là, il devrait dire, le vrai responsable, c'est Macron, qu'il vienne le chercher, quoi, s'il était sincère. Macron d'émission. Ouais, Macron d'émission. Macron explosion, ça j'adorerais qu'il dise Macron explosion. Ah, peut-être, Alain Duhamel, on l'a bien vu tout à l'heure, dire bravo à Mediapart pour ce vrai travail de journalisme. On peut très bien avoir Bruno Le Maire qui appelle à la démission d'Emmanuel Macron. On ne serait plus à ça près, en réalité. Et Édouard Philippe avait demandé une présidentielle anticipée, enfin, la programmer. Donc, ce serait pas impossible. Mais c'est vrai que le vrai courage de Bruno Le Maire, ce serait ça. Alors après, est-ce qu'il est encore lié par une amitié, par une fidélité? Parce que c'est vrai que dans le courrier qu'il a écrit, qu'il a adressé à Emmanuel Macron, et à la fin, il termine à la main et il met ma fidèle amitié, un truc du genre. Amitié sincère, voilà. Donc est-ce qu'il est lié par ce lien-là? Je sais pas, je connais pas assez la nature de la relation entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Je l'ai bien étudié, mais je saurais pas dire ça. Il y a des choses qui restent secrètes, informations confidentielles. C'est ça, son petit jardin secret. Mais voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi il pousse pas le curseur à ce point-là? D'autant qu'en face, il y a des macronistes qui sont prêts, pour le coup, à mordre Bruno Le Maire au mollet pour défendre Emmanuel Macron. Eh oui, comme par exemple Maud Brejon. Alors là, quand même, on voit qu'il y a un pattern qui se répète. Il y a les anciens macronistes qui sont tous d'accord pour chier sur Macron. Et les macronistes qui sont encore dans le gouvernement sont tous d'accord pour défendre Macron. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici un an, Maud Brejon, elle fasse une Bruno Le Maire, finalement. Alors que là, elle est en train de défendre Macron. Donc on va vraiment... Encore une fois, ça en dit beaucoup sur la nature profonde de ce que c'est que la Macronie et sur le niveau d'effondrement de ce camp politique qui est totalement en train de se briser, quoi. Et tout à l'heure, tu disais peut-être qu'il prépare des ambitions présidentielles ou à minima, en tout cas, une reconversion politique pour l'après-Macron. En vrai, on en parle à chaque fois. Je crois que c'est la 4e émission. Je crois que dans chaque émission qu'on a fait, on a toujours dit on sent que ça prépare l'après-Macron dans le bloc central, quoi. Donc là, Bruno Le Maire, ça peut s'inscrire là-dedans. Mais même Maud Brejon, qui là est encore une des dernières fidèles au président de la République, finalement, même elle, il y a un moment donné, je pense qu'elle va finir par préparer l'après-Macron. D'ailleurs, il y a un point commun entre Maud Brejon et Bruno Le Maire, c'est que les deux viennent de LR, ils sont de ces macronistes issus de LR, donc peut-être que d'ici 2 ans, quand la Macronie aura fini de péricliter, ils vont se retrouver dans le même parti à nouveau, bras dessous, à vouloir privatiser la sécurité sociale, quoi. Oui, très clairement. Donc, regardons sa réaction, mais voilà, là, ça va pas forcément être la plus intéressante, mais elle dit le contraire de Bruno Le Maire, elle dit non, nous on est honnête, on est sincère. Donc c'est vraiment en mode des gens qui ont défendu la même politique pendant 7 ans, qui étaient dans le même camp politique pendant 7 ans, qui se renvoient la patate chaude pour dire non, on a menti, non, on n'a pas menti. Tout ça, c'est ridicule, mais tout ça est quand même divertissant, on l'a déjà dit. Stop à toutes les polémiques. Et je reprendrai la phrase qui a Donc, été... porte-parole du gouvernement, voilà, Maud Brejon. Celle de Pierre Moscovici. Il n'y avait pas de volonté de tromper. Dès mars 2024, Bruno Le Maire et le président de la République ont procédé à 10 milliards d'euros de gel. Je m'en souviens très bien, j'étais parlementaire. Ça a beaucoup créé de débats, ça a suscité des mécontentements. On l'a fait et on l'a fait avant l'élection européenne, alors même que c'était impopulaire. Bruno Le Maire dit dans cet entretien, je voulais aller beaucoup plus loin, il y avait encore 15 milliards à trouver. On ne m'a pas écouté, résultat, les comptes ont dérapé de 42 milliards. J'écoutais le débat avant de venir en plateau. D'où viennent ces dépenses? Ces dépenses, elles viennent
notamment de la crise du Covid. Je rappelle qu'on a nationalisé le salaire des Français. Nationaliser le salaire des Français? C'est quoi, c'est presque communiste que de faire ça? Nationaliser le salaire des Français? Ok, d'accord. Donc on est passé sous régime de capitalisme d'État comme en Chine, le temps du Covid. Je tiens à vous le rappeler, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. 2024, on n'est plus dans le Covid. La mémoire courte. Ouais. Et ensuite de la crise de l'énergie, où l'État est allé jusqu'à prendre en charge près de la moitié des factures d'électricité, de gaz. Ça a coûté 25 milliards d'euros par an. Donc cet argent a été utilisé pour protéger les Français, parce que la première mission du président de la République, c'est de protéger les Français. Ok. Alors, t'avais quelque chose à dire? Non, très, très rapidement, parce que je vois que sur le chat, Asméchant dit cite la guerre en Ukraine, mais c'est vrai que ça me rappelle toutes les cartes magiques de la Macronie. Ouais. C'est-à-dire que les cartes magiques de la Macronie, t'as soit le Covid, donc ça c'est la première, évidemment. La deuxième, c'est la guerre en Ukraine. Et troisième, c'est la crise énergétique. À chaque fois, et ça rappelle Sarkozy aussi avec la crise économique. Enfin, à chaque fois, en fait, c'est le contexte international, c'est le contexte géopolitique, c'est le contexte économique. Ouais, c'est ça. Mais on a fait ce qu'on a pu. Donc voilà. Enfin, je voulais réagir. Okay. Moi, ce sur quoi je voulais réagir, c'est que ça ne parle que de dépenses, toujours. À chaque fois, c'est non, il nous manque 10 milliards, on a 10 milliards de déficit en trop, vite, coupons les dépenses publiques. C'est toujours le but, c'est couper les dépenses publiques, alors que Macron a baissé les recettes, a supprimé tout un tas d'impôts, c'est ce qu'on disait, fait tout un tas d'exonérations d'impôts et de cotisations sociales aux grandes entreprises. Sur ces fameux 211 milliards dont on parlait tout à l'heure, pourquoi ne pas aller chercher les 10 milliards là-dessus? Pourquoi pas arrêter de prêter des milliards à des multinationales qui font des bénéfices records? C'est impensable pour eux. Et s'il y a un point commun entre Maud Brejon, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et tous ceux dont on va parler ici, sauf, on verra après, c'est que ils ne voient des ajustements budgétaires. Quand ils doivent ajuster un peu au dernier moment, vite, on doit aller trouver 10 milliards quelque part, c'est toujours sur la réduction de la dépense publique et jamais sur autre chose, jamais sur l'augmentation de la fiscalité. Alors que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, leur politique marche pas, cette politique de l'offre n'a pas les effets escomptés, c'est pour ça que la croissance stagne, c'est pour ça que la création d'emplois est beaucoup moins, par rapport à leurs prévisions, se fait beaucoup moins, et souvent des métiers, que ce soit de l'apprentissage, des livreurs, enfin des travails uberisés ou ce genre de choses, ça fonctionne pas, et ça ils ne reviennent jamais là-dessus, ils ne réfléchissent qu'en termes de dépenses, comme si la seule manière d'agir sur les finances de la France c'était baisser les dépenses, alors que tu peux aussi augmenter les recettes, ou tu peux aussi, sinon, tout simplement, avoir une politique à même de créer de l'activité économique dans le pays, pas uniquement par rapport à des ajustements budgétaires, mais qui serait à même de, sur le long terme, justement, assainir un petit peu les finances publiques en relançant la machine économique, quoi. Et ça, jamais de la vie, ils vont commencer à l'évoquer, quoi. Alors, ils se renvoient tous la balle en disant non, c'est pas de ma faute, non, c'est de la faute à l'autre, c'est de votre faute à vous tous, parce que votre politique économique ne marche pas, et vous ne voulez répondre à des problèmes que vous avez vous-même créés uniquement par la réduction de la dépense publique, alors que c'est un des leviers que vous pouvez utiliser, mais c'est pas le plus évident, surtout dans notre économie où on a la sécurité sociale, l'école publique, l'hôpital public et ce genre de choses. Mais complètement, et surtout l'État-providence. Et puis ce que tu disais sur les recettes, il y a des possibilités de recettes à aller chercher. D'ailleurs, la commission des finances présidée par Éric Coquerel, depuis un certain nombre de mois, propose des alternatives chiffrées, parce que c'est vrai que c'est aussi un des arguments de la Macronie, c'est de dire en fait vous nous parlez des recettes, mais allez-y, faites une proposition constructive, etc. Mais il y a un travail très concret qui est effectué par Éric Coquerel et pas seulement par tous les parlementaires de gauche et aidé aussi par l'UOT, par les indépendants plutôt centristes autour de Charles de Courson. Donc il y a des leviers à aller activer, et plutôt que ça, en fait on se réfugie absolument dans une politique austéritaire qui fait comme première victime les services publics, encore une fois, parce que c'est aussi ça le bilan de la Macronie, c'est étouffer, couper absolument dans les dépenses publiques pour étouffer les services publics et donc pour réduire les possibilités, d'accéder à des services minimums pour les plus précaires en particulier. Oui. Ah ouais, parce que les services publics, qui profitent le plus des services publics en France, il y a un truc quasiment, c'est linéaire, quoi. Plus on est pauvre, plus on bénéficie, plus on a une utilité à utiliser les services publics. Quand tu es milliardaire, tu t'en fous des services publics. Tu peux faire tout par le privé, la retraite par répartition. Tu t'en fous parce que de toute façon, tu as des milliards de côté, la question ne se pose même pas. Tu mets tes enfants dans l'école la plus chère de France pour préparer leur avenir, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin des services publics. Plus tu es riche, moins tu as besoin des services publics. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on a déjà dit dans cette émission. Les premiers à trinquer en cas de réduction des dépenses publiques, c'est les plus pauvres, et parfois dans le détail c'est aussi le milieu associatif, le milieu culturel, tout un tas de choses, et typiquement le milieu associatif, et il y a un tissu associatif qui est au service des Français les plus précaires et pas au service des Français les plus riches, quoi. C'est ça. Donc derrière tout ça, derrière toute leur politique de l'offre, en fait se cache une politique de classe au bénéfice
de la classe bourgeoise. Voilà, le terme est lâché face au prolétariat. Relire Marx. Non, mais c'est complètement ça. C'est une politique de classe, une politique de casse aussi pour la jouer à la Ruffin. On va faire des petites rimes comme ça. Mais j'essaie de concurrencer tes imitations. Maintenant, il faut le faire avec la voix tremblotante. Ça sera parfait. C'est ça. Et en butant sur les mots. Non, mais il y a cette politique-là. Donc, en fait, on étouffe les services publics, donc c'est le bout de la chaîne. Et tu le disais sur le fait que les plus précaires, les plus pauvres sont les premiers bénéficiaires de ces services publics. Il faut aussi dire que le bilan de la Macronie, c'est aussi une explosion de la pauvreté. Aujourd'hui, près de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Et il y a une autre statistique qui est aussi alarmante, c'est que 10% de la population l'année dernière a eu recours aux distributions alimentaires. Tout ça est à mettre aussi en relation quand on fait le bilan de la Macronie pour reprendre un petit peu l'ampleur de la casse globale de la politique menée depuis 2017. Tout à fait. Alors je vois quelqu'un qui dit les riches ont la sécu aussi. Oui, mais les riches en profitent moins. Si tu es très très riche, tu vas donner beaucoup entre guillemets à la sécu, parce que tes cotisations, ça va faire quand même une bonne partie de ton salaire qui part en cotisation, et c'est très bien, je le précise. Mais voilà, tu donnes plus que tu récupères. Comme c'est mutualisé, c'est le principe de la solidarité nationale et de la solidarité intergénérationnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Donc effectivement, si tu es très très riche, tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas donner beaucoup entre guillemets, il te reste beaucoup, mais tu vas quand même donner beaucoup à la sécurité sociale pour au final en profiter un petit peu moins. Voilà, c'est le principe de mutualiser finalement, quoi. Donc oui, les riches aussi ont la sécu. De toute façon, la sécu, c'est censé être universel. C'est censé être pour les plus pauvres comme pour les plus riches. Et c'est comme ça. C'est très bien que ce soit comme ça. Mais force est de constater que plus tu es riche, moins tu as intérêt à profiter de cette sécurité sociale. Quoi. Voilà, pour revenir là-dessus. Mais c'est vrai, effectivement. C'est aussi pour les riches, la sécu. Et même si on généralise la sécurité sociale, on parle de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, en ce moment, il y a des débats qui commencent à émerger là-dessus. Ça sera aussi pour les riches. Voilà, c'est le principe de l'universalité de la sécurité sociale. C'est comme ça. Et on ne peut pas, effectivement... revenir sur ces principes-là. Tout à fait. Pour les plus riches, alors, plus on est riche, moins on en profite. Ça ne veut pas dire qu'on n'en profite pas et qu'on n'y a pas accès par ailleurs, quoi. Avant de passer à la suite, justement, là, on va passer après à Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Là, t'en parlais juste avant. Mais j'aimerais bien regarder quand même cet extrait d'Elisabeth Borne, parce qu'il y a Maud Brejon qui est montée à la rescousse. Pas de Bruno Le Maire, mais du gouvernement actuel. Elisabeth Borne aussi. Alors que franchement, le binôme Elisabeth Borne-Bruno Le Maire, name a more iconique duo. I'll wait, j'ai envie de dire. Alors c'est les deux parmi les représentants les plus historiques de la Macronie dans tout ce qu'on n'aime pas, on va dire, quoi. Donc là, Elisabeth Borne qui dit oh non, Bruno Le Maire il dit de la merde. Bon, tout ça est vraiment ridicule, quoi. Donc on va regarder ça. Elle est bien bronzée pour un mois de novembre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est bien bronzée pour un mois de novembre d'ailleurs. C'est vrai. Un super point de soleil à côté du ministère de l'Éducation. Bruno Le Maire, encore lui, décidément, là, il vous prend notamment à partie au jeu. Vous n'êtes pas la seule, c'est vous, le président de la République, sur cette note d'avril 2024 qu'il a envoyée. On est donc juste avant les européennes et Bruno Le Maire dit « J'ai sonné l'alarme et on n'a pas réagi ». Non, il est sympathique, Bruno, mais je pense qu'il peut se rappeler que moi, j'ai quitté Matignon le 8 janvier 2024. Donc, je n'étais plus Première ministre, j'avais un successeur, Gabriel Attal. Pourquoi le budget 2024, il a été voté fin 2023. On le sait, là, on est plein dans les discussions budgétaires pour le budget 2026. On n'est pas en 2026. Donc, elle était encore totalement Première ministre. C'est elle qui a fait passer le 49.3 sur le budget. Bien sûr. Et les lettres de Bruno Le Maire datent de fin 2023, si je dis pas de bêtises. Non, mais c'est ça. Donc là-dessus, elle est vraiment en train de botter en touche en disant ah non. Moi, j'étais plus là à ce moment-là. Bah oui, quand l'affaire a commencé à émerger, c'est plus là. Qu'est-ce qui se passe, Weldorge? Weldorge, là, qu'est-ce que tu nous fais là? Il s'est endormi sur le clavier. Tu t'es endormi sur le clavier? Est-ce que quelqu'un peut juste time out Weldorge qui a un problème technique? Après, je le vois souvent, merci. Je le vois souvent, Weldorge, c'est pas un troll ou quoi que ce soit, mais là, il y a eu un problème sur le chat. Donc voilà, Elisabeth Borne qui dit un peu n'importe quoi. Vous cite-t-il? Je ne sais pas, il faut lui demander. Je ne sais pas. Vous avez une idée quand même? Non, mais je pense que, écoutez, c'est à lui de s'expliquer. Je crois qu'il doit manifestement se mélanger dans le calendrier, mais les faits sont là. En avril 2024, je n'étais plus Première ministre. Bruno. J'ai répondu à son argument, de toute manière. Oui, t'étais Premier ministre au moment où le budget a été voté, quoi. Oui, puis la question, c'est pas qui est Premier ministre au moment de la lettre, quoi. Enfin, comme tu dis, c'était au moment du budget. Attal, il arrive juste après. Il fait sa déclaration de politique générale à la mi-janvier. Donc, c'est pas contestable. Donc, elle est gentille, Elisabeth, mais elle se trompe dans son calendrier aussi. Oui, voilà, exactement. Tout le monde se trompe dans le calendrier, finalement. Tout ça est assez pathétique, mais divertissant. Ça fait 40 fois qu'on le dit, mais parfois, je sais pas quoi dire. Et d'ailleurs, on notera aussi la petite balle perdue pour Attal, parce qu'Attal renvoie le truc vers Attal.
Et c'est intéressant parce qu'il y a un peu un ping-pong en ce moment. Enfin, c'est vraiment du côté de la Macronie entre Attal et Borne. Enfin, on aime bien s'envoyer des petites balles. Attal récemment a fait une sortie en disant que Elisabeth Borne avait défait tout ce qu'il avait voulu faire au ministère de l'Éducation nationale. Là, t'as Elisabeth Borne qui à plusieurs reprises met des petits tirs à Attal et là en gros dit attendez, vous parlez de ce dérapage. Moi, j'étais plus là. C'était Gabriel Attal. Donc c'est une façon aussi encore une fois de poursuivre ce duel à distance palpitant. On attend la réaction de Gabriel Attal qui peut-être va dire non, le budget a été voté la dernière fois. J'ai hâte de voir la suite. Mais celui qui dit qui est. Ouais, exactement. Alors du coup là on a vu un peu la réaction des macronistes. Il n'y a pas grand chose à commenter à part de dire que tout ça est assez ridicule. Par contre du coup ce qui est peut-être plus intéressant c'est de voir la réaction d'Éric Coquerel qui à la fois représente la commission des finances. Il était président de la commission des finances fin 2023 quand le budget a été voté. Il fait partie des personnes qui ont alerté, etc. Donc c'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Pierre Moscovici, le Haut Conseil aux finances publiques, Bruno Le Maire du coup vraisemblablement. Et après d'autres, même au RN, certains ont commencé à jaser déjà à ce moment-là, comme Jean-Philippe Tanguy dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, il va parler en tant que président de la commission des finances, mais aussi en tant que représentant de la gauche française et qui connaît bien toutes les questions budgétaires et économiques. Et donc là, on va voir que le son de cloche est un petit peu différent. Et c'est un peu moins se passer la patate chaude, ce qui est normal, cela dit, parce qu'il n'était pas au gouvernement à ce moment-là. Mais voilà, donc écoutons ce qu'a à dire Éric Coquerel, président de la commission des finances. D'ailleurs, il est toujours président de la commission des finances, malgré la dissolution et tout ça, il y est resté. Voilà. Ce qui lui permet d'avoir une posture un peu différente sur BFM TV. Et j'ai remarqué, j'ai réacté déjà à toutes ces interviews lundi, je crois que c'était lundi. Éric Coquerel, souvent, il est interrogé en tant que président de la commission des finances, et du coup, il se fait un petit peu moins chier dessus par les présentateurs que le gauchiste moyen ou le LFiste moyen à la télé. C'est assez intéressant. C'est vrai. Et puis, en plus, il bénéficie d'une espèce de légitimité parce qu'il a formé un duo un petit peu avec Charles de Courson, donc, qui est député Lyotte, donc indépendant, plutôt centriste. Donc, Charles de Courson était son rapporteur général au budget dans la commission des finances. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, le fait que Coquerel arrive à travailler avec quelqu'un qui, par les médias mainstream, disons, est vu comme modéré, ça a aussi joué dans cette espèce de droit ou en tout cas de légitimité à minima. De normalisation. Voilà. Alors après, il faut noter que Charles de Courson a perdu son poste au profit de Philippe Juvin, qui est LR. On va voir comment ça va se passer entre les deux. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est le seul insoumis presque qui bénéficie de ça. Il y avait un moment, il y avait Aurélie Trouvé aussi quand elle était présidente de la commission des affaires économiques. Et maintenant, c'est un peu moins le cas. Et étrangement, quand Clémence Guettet est sur les plateaux, on l'appelle pas vice-présidente de l'Assemblée nationale. Là, par contre, on la diabolise un peu plus. Après, pour quelle raison voilà. Je sais pas, peut-être un fond de misogynie aussi. Voilà, je n'osais pas le dire. Je sais pas trop. T'as dit le mot. Je voudrais dire une chose, il y a eu cette lettre, mais il y en a une autre qui est passée plus inaperçue. Ok, deuxième révélation, alerte exclusive, il y avait une deuxième lettre de Bruno Le Maire. Alors je crois pas que c'est Bruno Le Maire, là, il me semble qu'il a parlé de Moscovici, mais je suis pas sûr. Moscovici qui était haut commissaire, je sais plus quoi, je me souviens plus. Il était à la Cour des comptes, en gros, c'était le chef de la Cour des comptes. Donc, sachant que le fameux Haut Conseil aux finances publiques dont je parlais, qui justement doit juger la crédibilité des scénarios du gouvernement, c'est littéralement son rôle, son métier, en faisant un rapport qui est public par ailleurs, et qui était raccord avec ce que dit Coquerel ici, ce qu'a dit Bruno Le Maire, dépend de la Cour ça dépend de la Cour des comptes, le Haut Conseil aux finances publiques. Donc Pierre Moscovici, en tant que président, il me semble, chef de la Cour des comptes à cette époque-là, effectivement, logiquement, il aurait donné l'alerte aussi, comme le président de la Commission des finances et comme le ministre de l'économie. Donc encore une fois, c'était vraiment un secret de polichinelle, quoi. Sachant que le rapport du Haut Conseil aux finances publiques est public. Donc même n'importe qui pouvait la regarder et c'était écrit noir sur blanc. Attention, vos prévisions, elles sont un peu pourries, quoi. Voilà. Quelle ? Et une lettre qu'il a écrite en novembre 2023, excusez-moi, je me remémore les moments. Avant. À Elisabeth Borne, juste avant qu'Elisabeth Borne annonce un 49.3 sur le budget de l'État. Alors Elisabeth Borne, alors Babette, qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Elle a dit non, c'était pas moi. Bon ok, c'est d'accord. Gabriel Attal. Et dans cette lettre, il dit la même chose. Il annonce même qu'il va très certainement falloir annuler 10 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget qu'on était en train de discuter à ce moment-là, dès le mois de janvier ou février. Et il n'y a pas eu un mot d'Elisabeth Borne dans cette présentation de son budget à l'Assemblée. Donc, elle avait connaissance de cette lettre. Elle avait connaissance de cette alerte. Bien sûr. Tout comme ensuite Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui était le nouveau Premier ministre, avaient connaissance de ces alertes réitérées par Bruno Le Maire. Est-ce que vous considérez que le fait que ça n'ait eu aucune conséquence, qu'en effet ça n'ait été ni mentionné par les uns ni mentionné par les autres, qu'il n'y ait pas eu ce projet de loi rectificative qui aurait donc assumé en quelque sorte cette dérive,
Est-ce que vous estimez, certains disent... J'ai une hésitation là. Il n'y a pas eu de projet de loi de finances rectificative? Donc les 10 milliards, c'était quoi? C'était des ordonnances, quelque chose comme ça? Si, c'était un projet de loi. Parce qu'il y en a eu un avant les européennes, là. Ou alors j'ai décroché, j'ai peut-être lu le chat, j'ai mal compris ce qu'ils ont dit. Parce qu'il y a eu ces 10 milliards d'économies, n'ont pas été débattus. De gel. De gel. Ouais. Je t'avoue que c'est plus très frais dans mes souvenirs. Mais ou alors, je sais pas, ils ont fait un 49.3 instantanément coupé au débat. Si quelqu'un a l'info dans le chat, parce que pour moi, c'était un projet de loi de finances rectificative, ces fameux 10 milliards d'économies début 2024, qui correspond à la lettre de Bruno Le Maire, etc. etc. Mais du coup, ça correspond. Bon, je vais retourner un peu en arrière. Peut-être j'ai mal entendu. Je suis fatigué, j'en ai 5 heures cette nuit. Je suis à 2 doigts du burn-out, pardon. Décret, c'était par décret, ok. Donc c'était pas un PLFR. Ah, ouais, d'accord, ok. Ou un PLFR qui est passé par décret. Bon, je sais pas. Ah oui, le maire appelait à un projet de loi rectificative. Ok, c'est ça. Il n'y a pas eu lieu. À la place, ils l'ont passé en décret sans débat, du coup. Ce qui est encore une fois une caractéristique de la Macronie de ne pas débattre, passer outre l'Assemblée nationale et passer en force. Voilà, encore une fois. À travers toute cette séquence de un peu de retour en arrière, on voit au final la nature profonde de la Macronie à tous les niveaux, quoi. Qui aurait donc assumé en quelque sorte cette dérive. Débat. Est-ce que vous estimez, certains disent c'est une forme de mensonge. Clairement. Ça veut dire qu'il y a un mensonge d'État. Oui, il y a une omission d'État. Donc vu la situation, c'est-à-dire empêcher finalement l'Assemblée de discuter d'une situation concrète, réelle. Dès 2023, bien évidemment, il y a en partie, on peut me dire que rétrospectivement, ça veut dire que le budget qui était présenté était insincère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il le dit dans la lettre noir sur blanc. Voilà ce qu'il écrit notamment. Nous pourrions être accusés d'insincérité. Bien sûr. Il l'écrit à Emmanuel Macron. Il dit: Monsieur le Président, je demande notamment une loi de finances rectificative. Sinon, on nous accusera d'insincérité. Bien sûr. Donc, du coup, je peux le faire aujourd'hui, puisqu'il l'expliquait. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Pierre Moscovici, pour le Haut Commissaire des Finances Publiques, n'avait pas parlé d'insincérité. Pour le Haut Conseil des Finances Publiques, il s'est trompé, non? Ça existe, le Haut Commissaire des Finances Publiques? Il a dit pour le Haut... Bon, bref, peu importe. Parce que c'est un peu l'arme nucléaire. Si vous parlez d'insincérité, ça veut dire que constitutionnellement, il faut arrêter ce qui est en train de se passer. Mais avait dit que pour lui, c'était pas très crédible ce qu'on nous proposait. Voilà. Donc il y a eu des alertes. Enfin, faut pas faire comme si on a entendu après le gouvernement nous dire mais non, on ne pouvait pas savoir. Il y a eu des alertes en tous les sens. Le ministre de l'économie, c'est ce qu'on apprend, lui-même a alerté la première ministre, a alerté le président de la République, et rien n'a été suivi des faits. Eh oui, effectivement, on continue. C'est intéressant parce que là, Éric Coquerel fait, met une petite pique quand même à Apolline de Malherbe en disant, voilà, du coup je peux le dire parce que Bruno Le Maire l'a dit. Oui, ça fait des mois et des mois et des mois que Éric Coquerel, comme toute la gauche, parle de mensonges aux Français, d'omission, d'irresponsabilité, etc. Personne n'a voulu entendre. Maintenant que c'est Bruno Le Maire qui arrive avec un courrier marqué secret, là ça y est, on l'entend. Mais c'est dommage parce que ça fait bien longtemps qu'on aurait pu réagir, notamment en cherchant des recettes, comme tu le disais. Mais dans tous les cas, limite, je me dis s'ils ont pas. C'est quoi le pire pour la France là tout de suite? Alors après là c'est politique, il y a pas de réponse. Mais bon, comme nous ici on est de gauche, on va quand même y répondre à cette question. C'est quoi le pire pour la France? Augmenter le déficit de quelques 0,5% alors que c'était pas prévu, ou casser les services publics? La question se pose, s'ils avaient vraiment réagi, leur réaction ça aurait été quoi? Ça aurait été de faire une cure d'austérité comme ils essayent de nous faire passer justement depuis la dissolution. Ils n'y arrivent pas trop parce qu'ils n'ont pas la majorité, mais je veux dire, il y a un côté où si au final le lanceur d'alerte Bruno Le Maire avait été entendu, ils auraient fait quoi? Ils auraient économisé 40 milliards sur le dos de l'école publique, de l'hôpital public, du remboursement des soins et de la retraite par répartition, quoi. Donc est-ce que ça aurait été vraiment une bonne chose au final que Macron ait préféré et mis ça sous le tapis et qu'ils aient préféré creuser un petit peu le déficit plutôt que casser nos services publics? Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise nouvelle que ça quelque part alors? Non, dans ce sens-là, c'est clair que non. Non, c'est clair. C'est vrai que si on se dit que dans tous les cas, ils n'iront pas chercher de recettes, qu'ils ne vont pas imposer les plus riches, qu'ils vont pas taxer les dividendes, le capital en général. Oui, forcément, il vaut mieux encore qu'ils aient mis ça sous le tapis. C'est mon avis en tout cas. Mais je pense que tu as malheureusement raison parce que, évidemment, Emmanuel Macron, jusqu'à la fin de son mandat, refusera absolument toute possibilité d'aller chercher des recettes, et surtout qu'en plus ce serait aussi se déjuger parce qu'il a supprimé l'ISF par exemple. C'est juste une mesure symbole, mais ça fait partie aussi de sa politique globale, et donc forcément c'est l'austérité
que l'austérité, toujours l'austérité, et on n'aurait pas eu autre chose. On n'aura pas autre chose parce que, comme tu viens de le dire, ça serait un aveu d'échec de sa politique. Alors en vérité, le fait qu'il y ait pas assez de croissance et qu'il y ait le déficit, enfin tout ce qui s'est passé en 2024, là, leur mauvaise prévision est déjà un aveu d'échec de sa politique. Mais au lieu d'acter cet échec pour tenter une autre politique économique, premièrement le déni, puis après quand c'est plus du déni, c'est dire ah oui, on va aller encore plus loin dans cette politique. Si on arrive à le faire assez fort, cette fois-ci, ça marchera quoi. Donc encore une fois, tout ça est extrêmement révélateur de ce que c'est que la Macronie et de ce que c'est que la Macronie depuis 2017. Voilà. Alors sachant qu'à un moment donné, leur politique semblait avoir plus ou moins porté un petit peu ses fruits parce qu'il y a quand même eu sous Bruno Le Maire du coup, c'était quoi la 2e ou 3e année avant le Covid, une année où le déficit avait été contenu. Mais ça a été à court terme, ça a été contenu. Mais après, comme leur politique, ça a été contenu parce qu'ils ont vraiment raboté dans les dépenses et ce genre de choses, quoi. Donc ça a marché une année où on est passé sous les 3% de points de PIB en déficit annuel. Il y a eu une année où ça l'a fait chez Macron, mais de toute façon c'était du très court terme parce que les effets économiques concrets sur l'économie réelle de sa politique n'ont pas créé de cercle vertueux à même de relancer la machine économique, etc. etc. Donc ça, je veux dire, même s'ils ont contenu le déficit pendant 1 an ou 2, dans tous les cas, c'est sur le temps long qu'on peut juger d'une politique économique. C'est pas évident de penser l'économie sur le temps long dans un monde hyper financiarisé comme le nôtre, mais c'est comme ça qu'on le fait. Et logiquement, voilà, justement, on a 10 ans de Macron, là, on peut commencer à réfléchir un tout petit peu en termes de temps long. Et sur le temps long, sa politique de l'offre, sa politique pro-business, sa politique néolibérale, tout ce que vous voulez, d'austérité, est un échec. Et c'est justement précisément ce que cette séquence montre, quoi. Et puis tout dépend aussi sur quel indicateur, enfin à partir de quel indicateur on juge une réussite ou pas d'une politique économique. Parce que si on se contente uniquement de certains indicateurs comme le taux de chômage, la croissance, le taux d'inflation, je ne sais quoi, le déficit, on peut attribuer une réussite à une politique qui casse en fait, qui crée une casse sociale absolue. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais la Macronie se targue de bons résultats. Enfin en tout cas s'est targuée à certains moments de bons résultats, sauf qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres, il n'y a jamais eu autant de mal logés, il n'y a jamais eu autant de précaires. Donc, voilà, tout ça est à mettre en perspective. Et c'est vrai que juger de la réussite ou pas d'une politique économique, c'est quelque chose d'imminemment complexe. Et c'est aussi pour ça que bien souvent, la Macronie arrive à tordre certains indicateurs pour dire, voyez, on réussit. Mais sauf que c'est plus compliqué que ça, évidemment. Et il y a de la politique derrière ça. C'est pas t'arrives avec une vérité absolue. Ça dépend de ton prisme de lecture politique. Un libéral pourrait très bien dire, non, je suis très satisfait, regardez, ça marche. Là où un communiste pourrait dire, il n'y a rien qui va, quoi. Il y a de la politique derrière, quoi. Donc, il faut arrêter de dire comme quoi il y a des indicateurs précis et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas, c'est pas, comment dire, il n'y a pas qu'une seule manière d'apprécier la situation. Et ça, pareil, c'est une des grandes caractéristiques de la Macronie, mais en fait, une des grandes caractéristiques de ce qu'on appelle souvent l'extrême centre. J'ai vu quelqu'un en parler tout à l'heure dans le chat, parler de Margaret Thatcher qui disait there is no alternative, et il n'y a pas d'alternative. Ils disent non, c'est nous qui avons raison, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est nous qui avons compris les règles. En fait, c'est nous-mêmes qu'on définit les règles, entre guillemets, et puis les autres, vous savez pas de quoi vous parlez, quoi. Et donc, pareil, à travers toute cette histoire, on ressent cet aspect-là, l'aspect extrême centre, there is no alternative, Tina, voilà, exactement, chez la Macronie, quoi. Alors, je voulais juste réagir un petit message avant de passer à la toute fin. Là, on va parler vite fait du communiqué de Marine Le Pen, même s'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Là, quand je disais tout à l'heure, Macron, en gros, ce qu'il dit, c'est « Ah, ça marche pas notre politique économique, du coup, on doit aller plus loin. C'est pour ça que ça marche pas. » Quelqu'un a répondu, alors il y a un petit capa, mais je trouve que c'est intéressant. Longost qui a répondu « Remember, le communisme marche pas car on n'a pas été assez loin dans le communisme. » Alors comme quoi, oui, effectivement, il y a plein de communistes qui diraient ça, qui diraient « Non, c'était pas du vrai communisme. Si on faisait le vrai communisme, ça marcherait. » Mais alors, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas comparable. Et moi, j'ai des exemples de tout petits bouts de communisme qui fonctionnent, alors qu'on n'a pas été très très loin, comme par exemple la sécurité sociale dont on parle depuis tout à l'heure. La sécurité sociale, c'est mutualiser la richesse créée par les travailleurs dans un grand pot commun et pour le redistribuer dans une forme de solidarité intergénérationnelle et internationale qui assure un niveau de vie minimum pour tous, y compris les plus pauvres des travailleurs. Donc ça, c'est un communisme qui n'a pas été si loin que ça. C'est un tout petit bout, c'est une petite croquette de communisme dans la brioche France. Une pépite de communisme dans la brioche France. Bon, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais on voit que ça peut marcher. Donc non, je suis pas d'accord avec toi, Longost. Même si tu avais mis un capa, peut-être que c'était un peu pour rigoler, mais voilà, je veux dire, c'est quoi un petit bout d'austérité qui marche? Montrez-moi un petit bout d'austérité qui fonctionne. Moi, j'ai un exemple de petit bout de communisme qui fonctionne, ça s'appelle la Sécu. Voilà. Et puis, il y a des petits bouts aussi dans les municipalités, parce qu'il y a du communisme municipal qui vient encore. Oui. Voilà, il y a Mutuelle municipale notamment qui se crée. Il y a tout un ensemble d'initiatives. Donc là, pour le coup, oui, je te rejoins.
faim sur la pépite communiste dans la brioche France. Mais je crois qu'il est midi, c'est pour ça qu'on a faim comme ça. On parle de brioche. C'est ça. Oui, j'avoue, on a encore largement dépassé, donc quasiment 1 heure. C'est aussi les problèmes techniques. Presque 2 heures, je parle de midi, mais presque 2 heures. Oui, on est d'accord, c'est plutôt que cet argument pété, on le connaît depuis longtemps à gauche. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. On est d'accord, très bien. On est tous communistes ici, évidemment, on a l'humanité finalement. Ok, pour terminer, je te propose de lire la déclaration de Marine Le Pen, le tweet de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas hyper intéressant, moi je voulais retrouver un extrait de Jean-Philippe Tanguy qui parle tout ça, parce que c'est le monsieur budget du RN. J'ai retrouvé que des extraits d'il y a longtemps où il alertait déjà, on en a déjà parlé, en fait tout le monde était d'accord pour dire qu'il allait y avoir plus de déficit que prévu. C'était effectivement un secret de polichinelle, mais voyons ce que Marine Le Pen a à en dire, pour voir un petit peu la posture que peut avoir l'autre opposition à Macron. Dans la bouche. L'autre opposition à Macron, pas de gauche mais d'extrême droite du coup, en vérité il propose des solutions économiques qui sont beaucoup plus proches de Macron. En vérité c'est quasiment les mêmes en termes de politique budgétaire ce qu'il propose. Mais voyons voir les éléments de langage de Marine Le Pen, donc je vais lire tout ça. Le tweet est un peu long. La confirmation que Bruno Le Maire avait informé Emmanuel Macron par une lettre sur l'état désastreux des finances publiques alors que lui-même et l'ensemble du gouvernement en parallèle mentaient aux Français montre bien à quel point notre démocratie est malade. Le Rassemblement national avait au contraire dit la vérité aux Français et dénoncé publiquement ces mensonges organisés pour couvrir des dérapages insensés du déficit public. Donc quand elle dit ça, voilà, elle pense à Jean-Philippe Tanguy qui lui aussi aurait alerté. En réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit Pierre Moscovici, Éric Coquerel ou Jean-Philippe Tanguy, tout le monde a à peu près alerté en vérité, tout le monde, ou Bruno Le Maire lui-même. Je veux dire, on a tout le champ politique, quoi. Un technocrate à travers Moscovici, le centre libéral du bloc bourgeois à travers Bruno Le Maire. L'extrême droite nationaliste à travers Jean-Philippe Tanguy et la gauche, et la vraie gauche entre guillemets, à travers le président de la commission des finances, Éric Coquerel. Donc je veux dire, normalement, dire voilà, on avait dit la vérité. Bah oui, mais tout le monde avait dit la vérité à ce compte-là. Le 3 juin 2024, alors que nos alertes et demandes de correction du budget restaient sans réponse du gouvernement pendant des mois, nous avions déposé une motion de censure pour exiger une loi de finances rectificative, en vain. Nous l'avions clairement annoncé, le maquillage des comptes publics à quelques mois seulement des élections de 2024 devait nécessairement mener à une véritable purge fiscale et sociale imposée par la Macronie aux contribuables. Nous y sommes. Ces mensonges ont évidemment porté atteinte à la sincérité des élections européennes de 2024. Mais pourquoi elle dit ça ? Vous avez gagné les européennes de 2024, le RN. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire on nous a volé l'élection avec ces histoires ? Bah vous pouvez pas dire ça. Bon bref. Pire encore, quand Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, il agit en parfaite conscience de l'état désastreux des comptes publics. Il n'en dit mot, à l'image de tout un système politico-médiatique qui cache la vérité aux Français pour faire barrage au RN. Donc tout ça, c'est pour faire barrage au RN, alors que moi, la question que j'aimerais bien poser à Marine Le Pen et aussi à Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'est-ce que vous proposez concrètement comme politique économique et budgétaire qui pourrait avoir des résultats différents de celle de Macron et de Hollande avant lui, quoi. Surtout qu'elle parle de purge fiscale et sociale, du coup, qui serait la conséquence de ce maquillage, sauf qu'en fait, le RN, on le voit dans les différents votes autour du budget, enfin des différents budgets, porte à chaque fois une politique austéritaire similaire en fait à la Macronie, à la différence que la politique du RN fait en particulier comme victime, au-delà des plus pauvres, aussi les minorités et les structures, enfin tous les dispositifs qui peuvent venir en aide. Par exemple à la suppression de l'AME qui propose, qui est une mesure économique, qui est une mesure budgétaire, parce que eux ils disent c'est pour économiser un petit milliard, quoi. Et ça typiquement, ils ont du sang sur les mains s'ils le font, quoi. Clairement. Donc en fait, du sang de personnes, du sang de migrants sur les mains, du sang d'exilés, d'étrangers, de personnes qui n'ont pas la nationalité française, donc des personnes déjà qui sont les plus fragiles sur le territoire français, quoi. Complètement. Et du coup c'est plutôt cocasse. Enfin le mot est pas bien choisi, mais en tout cas de l'entendre parler de regardez, vous avez créé une purge sociale et fiscale, alors qu'en fait c'est évidemment leur projet qui, s'ils avaient été retenus, leur projet ORN, qui aurait provoqué ça. Et puis en fait on retrouve toute la ligne du RN permanente à se montrer du côté de la démocratie, du côté du français, et le tout avec un immense complot anti-RN, bien sûr. Et oui, il faut pas l'oublier. Ça c'est pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir. Voilà. Ils reviennent là-dessus en boucle, quoi. Mais rien de nouveau. On leur a volé les élections, les européennes c'était faussé, alors même qu'ils les ont gagnées. Les médias, ils font que chier sur le RN toute la journée. Ouais. Puis c'est un disque rayé, et puis en plus on se souvient que, tout à l'heure je parlais des travaux de la commission des finances qui a créé une sorte de budget alternatif avec des possibilités de recettes. Ça ils l'ont fait sur différents budgets. Le RN n'a jamais soutenu ces possibilités de recettes. Et puis on en parlait déjà la semaine dernière et la semaine précédente, mais sur la possibilité d'aller taxer les plus riches, le RN est systématiquement contre, notamment sur la taxe du Cuman. Ouais. Donc en fait, ils veulent faire des petites mesurettes symboliques, ce qui leur fait un autre point commun avec la Macronie, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est assez ridicule de voir
voir le RN et Marine Le Pen là se montrer comme garantes de l'ordre des finances publiques, etc., et de l'ordre fiscal et social, etc., alors que c'est évidemment tout le contraire.